Madame Tardieu-Berthaud ou Régine. Encore merci d'être avec nous et je vous cède la parole. Merci beaucoup, Erika. Merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi de faire partie de cette première mi-temps. Donc, euh, je vais commencer peut-être par me présenter très brièvement et puis je vais vous donner quelques éléments de compréhension sur la santé mentale chez les jeunes et principalement chez les jeunes racisés. Et comme disait Erika, pour moi, c'est important d'avoir votre feedback. Donc, n'hésitez pas à tout moment, même au moment de ma présentation, de poser des questions ou de demander des exemples à Erika. Et puis, ça va vraiment me faire plaisir. Je préfère que ce soit dynamique plutôt qu'un monologue où je m'entends parler à n'en plus finir. Donc, voilà. Alors, Régine Tardieu-Berthaud, je suis psychologue clinicienne depuis plus de 25 ans maintenant. J'ai fait mes études en Belgique. J'ai fait d'abord ma maîtrise en Belgique et j'ai eu une spécialisation en toxicomanie là-bas. Puis après, je suis retournée vivre en Haïti parce que je suis d'origine haïtienne. Et là, j'ai commencé à travailler en fait plus avec d'autres problématiques, pas du tout en toxicomanie en fin de compte. Donc, j'ai travaillé plus avec la demande qui était faite par rapport à des traumatismes, catastrophes naturelles, catastrophes humaines. Et donc, j'ai travaillé beaucoup avec stress post-traumatique, dépression, anxiété, etc. Puis ensuite, bon, vu que la situation était compliquée en Haïti, que j'avais deux jeunes enfants, on est venu s'installer au Québec. Et c'est là que j'ai été en contact avec la clinique transculturelle de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont en particulier, où j'ai eu une très belle expérience avec des familles venant de partout au monde et une pratique clinique qui est assez spéciale parce elle est vraiment euh, très différente de ce qu'on connaît de la psychologie classique, par exemple, parce que c'est pas ethnocentré. Euh, Sinon, je travaille en clinique privée. J'ai aussi donné des cours à l'Université de Montréal et je fais de la supervision pour les étudiants qui sont en début de carrière, donc qui commencent à rencontrer des patients, des clients, et donc je les aide dans leur savoir-être et leur savoir-faire. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour mon parcours professionnel. Donc je le disais, je suis d'origine haïtienne. Je suis maman de trois grands enfants. Je suis une passionnée de psychologie, de culture et de danse. Donc voilà, alors c'est un peu ça. Je suis une personne assez passionnée en général, puis j'espère que je vais pouvoir transmettre un petit peu de cette passion aujourd'hui. Donc, alors pourquoi est-ce qu'on a cette conversation aujourd'hui? Je suis contente qu'on puisse l'avoir parce que c'est un sujet qui est réellement important de parler premièrement de santé mentale et deuxièmement de santé mentale dans des communautés où on ne parle pas beaucoup de la question de santé mentale. Alors, c'est un sujet qui, effectivement, est tabou pour plusieurs communautés. Et il faut comprendre que c'est tabou parce que ça vient toucher à des craintes, des peurs de jugement, peut-être aussi de la mauvaise compréhension de ce que c'est la santé mentale et les problèmes liés à la santé mentale. Donc, c'est important parce que on sait maintenant qu'une personne sur quatre au cours de sa vie va développer un trouble de santé mentale à un moment donné. Donc, on est quand même proche de ça, soit de soi-même ou bien des proches vont vivre un problème de santé mentale. Donc, on ne peut pas passer à côté.
L'autre chose aussi, c'est que, certaines communautés sont plus vulnérables et on le voit, aujourd'hui, par exemple, avec, la COVID. Je lisais ce matin, la santé publique de Toronto, avait évalué à peu près à 76% les personnes, des minorités qui avaient contracté donc, la COVID-19, alors qu'elle constitue seulement 36% de la population. Et donc, c'est pas une question génétique, c'est vraiment parce qu'il y a d'autres enjeux, c'est interrelié avec des éléments sociaux qui font que certaines communautés vont être plus affectées. Donc, on peut pas sous-estimer l'importance de parler de ces questions-là avec des communautés plus vulnérables. Il y a plusieurs éléments que je voudrais clarifier au départ. Quand on parle de santé mentale chez les populations racisées, euh, c'est pas qu'il y a une santé mentale pour les Noirs, une santé mentale pour les Blancs, une santé mentale pour les Autochtones. Il n'y a pas une santé mentale différente. Il y a une santé mentale qui est commune parce qu'on est tous des êtres humains et que la psyché, elle est universelle. Donc, tout ce que une personne va vivre, qu'elle soit arabe, noire, asiatique, peu importe, eh bien, toutes les, tous les êtres humains vont ressentir les mêmes émotions, vont vivre les mêmes choses. Donc ça, c'est déjà important de comprendre ça, que la psyché est universelle. Maintenant, ce qui va être différent, c'est la façon dont les gens vont voir leurs problèmes ou les problèmes de santé mentale en général. Donc, c'est cet aspect-là qui va être culturellement codé, qui va faire qu'il y a une différence. Donc, si je prends un exemple, si on prend la dépression, ben, chez les Vietnamiens, on va appeler ça un coup de vent. OK? C'est ça que ce sont les mêmes symptômes qu'ils vont décrire par rapport à la dépression, mais ils vont l'appeler le coup de vent. En Haïti, ça va être peut-être un mauvais sort qu'on a jeté sur la personne, puis elle est un peu dépossédée de ses moyens. Ici au Québec, on va dire qu'il y a peut-être un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs, etc. Donc, euh, en fait, on parle exactement de la même chose, mais la façon dont on va le voir, c'est la façon dont on a été formé, la culture dans laquelle on a baigné va nous influencer sur cette façon de voir les choses. Et du coup, pour pouvoir en prendre soin, mais c'est aussi culturellement codé. Donc, par exemple, si dans une population haïtienne, on pense que la personne a été victime d'un mauvais sort, mais la solution à laquelle on va s'attendre, c'est une solution spirituelle et pas une solution médicale. De même que au Québec, on peut dire ben la personne ira rencontrer un psychologue ou peut-être prendre des antidépresseurs parce que c'est une compréhension de la dépression dans cette façon de voir les choses. Alors ça, c'est un point qui est très important pour moi à clarifier toujours. Donc, qu'il n'y a pas une santé mentale différente pour les groupes différents, mais que c'est la façon dont on le voit que ça va être différent et la façon dont on va y réagir également. Ceci étant dit, on ne peut pas non plus minimiser qu'il y a des réalités qui appartiennent à certains groupes. OK? Si on prend par exemple, les Juifs, mais on ne peut pas enlever la réalité de la persécution du peuple juif. Et donc, eux vont avoir une réalité qui est propre et qui est la leur, et ils vont se développer d'une certaine façon. C'est la même chose aussi pour les Noirs.
qui ont un héritage colonial, donc d'un passé d'esclavage et qui se perpétuent différemment sous d'autres formes et selon les endroits qui se perpétuent encore aujourd'hui. Même chose pour les groupes arabes, oui, etc. Donc, chaque groupe a une réalité et partageant cette réalité-là, mais il y a des problématiques qu'on va retrouver plus spécifiquement pour ces groupes-là. Donc, si on prend les questions pour des groupes racisés, hein, si on prend les Noirs par exemple, mais c'est clair que un jeune homme noir au Québec, eh bien, il n'aura pas la même expérience qu'un jeune homme blanc au Québec, dû à cette réalité qu'il va vivre de par la couleur de sa peau et les stéréotypes ou les stigmas qui peuvent y être associés. Donc, il y a une réalité d'anxiété, hein, liée au groupe qui va être présente et ça va être quelque chose de plus particulier au groupe, dont on parle. Ça, c'est, grosso modo, pour les points qui, pour moi, sont vraiment essentiels quand on parle de santé mentale et de communauté à retenir. Donc, si vous pouvez déjà retenir ça, aujourd'hui en repartant, je pense que ça va être, une bonne chose. Hem, alors, qu'est-ce qui se passe, avec, ces communautés où on dit souvent, mais on ne parle pas beaucoup de ces problèmes? Et donc, oui, effectivement, il y a un certain nombre de communautés où ça va être plus tabou de parler de, maladie mentale, de santé mentale. Et pourquoi? Parce que c'est associé à soit des croyances ou des peurs, hem, beaucoup de craintes de jugement et il faut savoir aussi que, compte tenu des croyances qu'on peut avoir, on peut craindre certaines répercussions sur la famille. Donc, par exemple, pour certains groupes, hem, par exemple, si on parle de quelqu'un qui a un déficit intellectuel, dans certaines communautés asiatiques, par exemple, c'est quelque chose dont on ne va absolument pas parler et on ne va même pas, présenter la personne à la tu sais, on va la cacher, en fait. Et pourquoi? Parce que, le risque, c'est que les autres enfants de la famille soient victime de cette personne qui a un retard mental, par exemple, parce que personne d'autre dans la communauté ne voudra épouser un enfant de cette communauté, de cette famille, excusez-moi, parce que ça va être, heu, un risque potentiel pour le couple et la progéniture du couple. Donc, vous voyez pourquoi il peut y avoir beaucoup de résistance à parler de certains problèmes, parce que ça va avoir un impact réel sur les autres membres de la famille. Donc, même si parfois la famille pourrait vouloir avoir, de l'aide et serait consentante, mais le coût social à payer est trop important. Donc, il faut comprendre qu'il y a des impacts qui sont au-delà de la personne et qu'il faut aussi, pouvoir, respecter. Donc, la peur du jugement, la peur d'exclusion de la communauté, comme je disais tantôt, les croyances, souvent les groupes minoritaires ou les groupes ethniques qu'on va retrouver au Québec ont une forte spiritualité. Donc, la religion ou la façon de vivre sa spiritualité est très importante pour ces personnes. Et donc, beaucoup de soulagement doit venir de la spiritualité aussi. Et donc, proposer des solutions physiques n'a pas beaucoup de sens pour ces personnes-là. Alors que, par exemple, au Québec, c'est quelque chose qu'on a un petit peu évacué de la sphère des soins.
que l'aspect spirituel est comme mis de côté et on prend soin de la psyché, on prend soin du physique, mais la spiritualité est un peu écartée. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a des intervenants qui me disent, puis c'est vraiment drôle, ils disent: «Mais chaque fois qu'on parle d'un problème ou quelque chose, ben Dieu est toujours là ou Jésus est toujours là avec nous». Je dis: «Oui, mais c'est parce que ça fait partie, de la réalité de ces personnes que vous rencontrez. Donc on ne peut pas les couper ou les exclure». Donc, ça, c'est un point important, c'est que les croyances, il faut les accepter parce que si on n'accepte pas les croyances des gens, mais on pourra rien faire avec elles parce qu'elles vont se sentir jugées ou qu'elles ne sont pas prises en compte dans leur globalité. Alors, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Il y a une question qui a été posée qui, je pense, rentre plus dans l'aspect du cas, puis je pense que ça peut être pertinent de la poser tout de suite, puis on pourra poursuivre plus tard à la fin de votre présentation. Mmh. Parce que je la trouve, vous touchez un aspect dans votre présentation en lien avec la spiritualité, puis la personne pose la question, considérant l'importance du lien thérapeutique dans le rétablissement des croyances présentes dans certains différents groupes, comment approchez-vous une personne qui part, désolé, mon curseur, qui par exemple, viendrait vous voir pour être traitée pour un mauvais sort qui lui a été jeté. Donc, je pense que vous allez aborder l'aspect de qu'est-ce qu'on fait, mais je pense que dans cette portion de votre présentation où vous parlez de la spiritualité, ça pourrait être intéressant d'aborder ou de répondre à cette question. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment excellent. Je suis très contente de la question et ce sont des choses qu'on rencontre beaucoup et peut-être que je peux y aller d'un exemple concret vécu en clinique transculturelle. C'est un exemple que je donne, régulièrement parce que, la question qui nous est toujours posée et ça c'est normal, c'est: «Mais est-ce que vous, vous croyez là-dedans?» Mais en fait, peu importe nous ce qu'on croit, c'est ce que la personne croit qui est importante et c'est avec ce qu'elle vient en thérapie qu'il faut travailler. Donc je vous donne le petit exemple. Une famille, est, accueillie à l'urgence parce qu'un des enfants, souffre d'épilepsie. Donc, les médecins voient l'enfant, donnent la médication, expliquent aux parents comment prendre la médication, et cetera. Puis l'enfant repart. 2 jours plus tard, l'enfant revient, à l'hôpital, aux urgences, avec des convulsions encore plus importantes. Donc là, les médecins ne comprennent pas, ils demandent aux parents: «Est-ce que vous leur donnez la médication?» Les parents disent: «Oui, oui, oui, oui», mais les médecins disent: «C'est impossible que l'enfant ait des convulsions pareilles, s'il prend ses médicaments comme il faut». Donc, un des médecins qui connaissait la clinique transculturelle dit: «Ben, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors, si on proposait à la famille d'aller en clinique transculturelle?» Donc, c'est ainsi qu'on reçoit la famille qui ne sait pas très, très bien, pourquoi on l'envoie là. Il y a plein de gens, qu'est-ce qui se passe? Et là, quand on rencontre la famille, ils nous expliquent le problème. Donc, l'équipe de la transculturelle est une équipe multidisciplinaire avec médecins, psychologues, travailleurs sociaux, infirmières, etc. Et multi-ethnique aussi. Donc, haïtienne, algérienne, française, québécoise, etc. Donc, vraiment très multiculturelle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une personne du groupe dit, après avoir entendu, l'explication, de la problématique: «Beh, moi, dans mon pays, quand des enfants ont des convulsions, on dit qu'il s'agit d'un mauvais sort». Et là, la famille: «Waouh! Mais nous aussi, dans notre pays, c'est comme ça» et ça a permis d'ouvrir sur les croyances de la famille. Donc, du coup, ce qui était important, c'est que la famille puisse comprendre qu'elle est acceptée dans, ses croyances
et qu'on va essayer de travailler avec elle dans ses croyances. Donc, pour elle, c'était un mauvais sort qui avait été jeté sur l'enfant et donc la réponse devait être spirituelle. Et donc, la médication ne pouvait pas être la solution à ce problème-là. Donc, en discutant avec la famille, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire une négociation culturelle proposer différentes solutions à la famille. Donc, euh, euh, plusieurs personnes de l'équipe peuvent venir avec des solutions et la famille peut aller chercher ce qui lui convient le mieux. Souvent, ce qu'on va faire, c'est proposer un métissage, c'est-à-dire de dire, OK, vous, dans, dans votre famille, dans votre culture, c'est comme ça qu'on voit le problème. C'est quoi les solutions qu'on peut apporter? Quels sont les rituels que vous devez faire d'habitude? Est-ce que vous avez essayé ces rituels, etc. Donc, renforcer les gens sur la façon dont eux, spirituellement, peuvent prendre soin du problème. Mais c'est aussi venir avec, écoutez, nous, de notre côté, la façon dont on voit le problème, c'est aussi des changements qui peuvent avoir lieu au niveau du cerveau, etc. Et donc, on peut aussi proposer autre chose qui pourrait aider à soulager l'aspect physique de ce problème-là. Et donc, en proposant euh, un métissage, une négociation des soins à apporter à l'enfant, mais la famille, elle se sent plus réceptive et donc elle peut essayer ce qu'on lui propose alors qu'avant, elle était en fermeture totale. Donc ça c'est un exemple, et puis ça s'est très bien passé avec cette famille-là notamment, mais ça c'est un exemple pour montrer comment peu importe, c'est pas une question de croire ou ne pas croire, c'est de voir avec la famille, avec ses croyances, ce qu'elle peut faire et ce que nous aussi, on peut lui proposer et les autres alternatives qu'on peut lui proposer. Et souvent, à la fin de l'exercice, la famille va dire, oui, nos rituels ont vraiment bien fonctionné, c'est pour ça que ça a marché. Puis, nous, de notre côté, on va dire, la médication a bien fonctionné. Mais peu importe, et tout le monde est content parce que ce qui est important, c'est que les personnes qui souffrent puissent avoir un certain soulagement là-dessus. Donc, c'est pas nécessaire hein, d'avoir une connaissance ou une croyance soi-même, mais c'est important d'avoir l'ouverture de pouvoir accepter que les gens soient différents de nous et voient les choses différemment. Ce qui m'amène à parler du choc culturel. Quand on est en interaction avec des personnes qui sont différentes de nous, on peut avoir des réactions presque viscérales, physiologiques, parce qu'on se dit, oh non, mais c'est pas possible. Et c'est correct d'avoir ces réactions-là parce que ça vient chercher nos valeurs profondes. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que ça vient toucher à nos valeurs et que si on veut aider l'autre, ben, il faut qu'on puisse mettre un peu de côté ces réactions-là pour pouvoir aller euh, euh, être en empathie plus proche de ces personnes-là. Donc, le choc culturel, il est réel, il peut être présent et il peut être un handicap important. Et si on ne se défait pas de ce choc culturel, ben, on va rentrer dans une confrontation et c'est là qu'on ne pourra plus du tout aider la personne et la personne va le sentir et va y réagir fortement. Ce qui me fait penser, au tout début de ma carrière ici au Québec, les clients que je voyais étaient essentiellement des Québécois de souche. Puis, au fil du temps, j'ai vu ma clientèle se colorer de plus en plus et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et pourquoi? Parce que, justement, il y avait cet aspect culturel, que moi j'apportais dans mes thérapies, que pas nécessairement d'autres,
psychologues ou thérapeutes faisaient, tout simplement parce qu'ils ne sont pas formés là-dedans ou sensibles à la culture dans leur travail thérapeutique. Alors, c'est pour ça que parfois les gens vont justement vouloir choisir de rencontrer des personnes qui, leur ressemblent et pas simplement physiquement, moi j'ai des clients asiatiques, arabes, mais c'est un peu le fait de provenir d'une société collectiviste où on va comprendre, la façon de vivre, les rapports entre les individus de manière plus collective qu'individuelle, par exemple. Et donc, il y a cet aspect culturel qui est pris en considération et qui est important et qui fait que ça fait une différence pour les personnes qui consultent. J'aimerais ça rebondir là-dessus parce qu'on a reçu une question en lien avec la formation des professionnels, des psychologues. Euh, Comment on approfondit ça? Comment on l'aborde? Et si ma mémoire est bonne, je pense que vous faites de la supervision de personnes dans le domaine. Donc, je serais curieuse un peu, ou la personne qui a posé cette question serait curieuse de comprendre ou de voir qu'est-ce qui peut être fait pour soutenir la formation des psychologues, des intervenants, pour soutenir les enjeux de santé mentale auprès des jeunes racisés. OK, super. Alors, malheureusement, je dois dire que, c'est encore, beaucoup trop rare, hein, les formations dans ce sens, compte tenu du fait que la population, surtout si on prend l'île de Montréal, est tellement multiethnique, multiculturelle et même quand, une personne, pourrait, avoir grandi, être née et avoir grandi au Québec, qu'elle est deuxième, troisième génération, mais la culture reste encore très, très ancrée chez cette personne-là. Donc, je trouve qu'il n'y a pas assez de formation en ce sens-là, par exemple au niveau universitaire. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits, mais trop souvent, ce sont des cours à option donc, c'est pas du tout dans le cursus obligatoire, et donc on peut pas laisser ce genre de choses, simplement au choix des intervenants. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit, dans la base de la formation. Hem C'est pour ça aussi que, des collègues et moi, puis mais aussi Erika, j'ai oublié d'en parler au début, on a formé une association qui s'appelle le Collectif pour l'approche transculturelle, où justement notre mission est de sensibiliser les professionnels, les intervenants, tous les milieux, scolaires qui s'intéressent justement à, travailler de façon beaucoup plus efficace avec des, communautés, ethnoculturelle et donc on est 4 professionnels donc issus des cliniques transculturelles. On a décidé de faire ça, donc on fait beaucoup de formations en ce sens-là. Mais maintenant pour revenir un petit peu plus à la formation, pour quelqu'un qui s'y intéresse, oui, par exemple, ce serait bien de faire une journée d'observation, bon, plus pour les professionnels dans le milieu de la santé, psychologues, psychoéducateurs, infirmières, et cetera. C'est possible de faire une journée de excusez-moi, d'observation, à la clinique transculturelle et de voir comment, on fonctionne. Donc à ce moment-là, ça, c'est vraiment être, sur le terrain et vraiment comprendre. Souvent après une journée, nos étudiants, ils sont émerveillés de voir comment ça se passe. Souvent au début quand ils arrivent puis qu'ils voient le dispositif avec une dizaine, une quinzaine de personnes, ils se disent: «Oh mon Dieu, mais comment on va faire? La famille va jamais vouloir parler devant tout ce monde» et puis, finalement, ils sont tellement étonnés de voir tout ce qui a pu, sortir des rencontres. Et ça, c'est aussi le fait que, nos les familles, qui viennent sont issues donc,
de groupe où les individus, le collectif est important. Donc, ils ont l'habitude de régler leurs problèmes en groupe. Donc, venir et être dans un groupe pour parler de ces problèmes, c'est pas une difficulté. C'est plutôt l'inverse qui est plus difficile, de se retrouver dans une petite pièce avec juste une personne, relation d'autorité, qui est cette personne. Donc, c'est vraiment une toute autre façon de voir les choses. Donc, il y a la possibilité de faire des journées d'observation à la clinique transculturelle. Il y a aussi donc les formations avec le CAT. Ce qui est bien aussi, c'est de partager des expériences, soit en étant bénévole dans des groupes, et pour apprendre à connaître et un petit peu à être plus sensible aux cultures. Pour le moment, c'est pas vraiment possible, mais les voyages sont aussi une autre façon de se sensibiliser. Et ça me fait penser une fois quand on était parti en Thaïlande. Et quand on arrive là-bas, bon, très bien, on décide de louer une voiture et puis on part parce qu'on pense qu'on peut vraiment bien se débrouiller. Puis finalement, tous les écriteaux étaient en thaïlandais, le GPS était en thaïlandais, on comprenait rien du tout. Et vraiment, on se sentait tellement démunis et perdus. Et là, ça m'avait vraiment frappée. Je me suis dit, waouh, mais c'est comme ça qu'un immigrant qui vient au Québec doit se sentir parce qu'il comprend rien de ce qui se passe. Il n'y a rien qui est semblable à ce qu'il connaît. Donc, le fait pour nous de pouvoir expérimenter des situations comme celle-là nous rend plus sensibles et nous rend aussi plus au fait de notre propre culture et de se dire, toujours à ce même voyage en Thaïlande, après 2 semaines, là, qu'est-ce qu'on avait envie de manger? Un hamburger. On ne voulait plus manger du tom yum et des trucs comme ça. Donc, c'est sûr que ça vient révéler finalement qui on est, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos habitudes. Et ça, c'est important quand ensuite on revient de pouvoir être plus sensible aux autres. Donc voilà, ça, c'est toutes des petites idées concrètes de choses qu'on peut faire pour être plus sensible à la culture. Et aussi, le fait de lire ou de voir des documentaires, ça permet de mieux comprendre. Et il y a quelque chose que je dis toujours, c'est ma petite phrase clé. Je dis, pour pouvoir aider les gens, il faut les aimer. Et pour pouvoir les aimer, il faut les comprendre. Donc, si on ne les comprend pas, ben, on ne va pas les aimer, puis on ne va vraiment pas pouvoir les aider. Alors ça, c'est un effort à faire lorsqu'on est en interculturalité. Erika, je ne sais pas s'il y a des Il y commentaires. a des commentaires, des questions. Oh. Je vous dirais que je suis occupée aussi à vous écouter tout en regardant les questions. Mais si ça va, je pense que je plongerai tranquillement dans les questions. Je pense que ça va permettre aussi de cibler certaines informations que les gens aimeraient avoir. Une Mhm. première question, c'était, est-ce que vous voyez des enjeux? Quels sont les enjeux ou est-ce que vous observez certains enjeux plus spécifiques, des enjeux de santé mentale plus spécifiques auprès des jeunes issus de communautés racisées? Est-ce que vous voyez des observations, des choses toujours en lien qu'effectivement, nous sommes tous des humains, mais liées à la culture, est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques? Oui, oui, absolument. Il y a 2 choses qui me viennent en tête, spontanément. Premièrement, c'est de réaliser qu'un jeune, heu, qui est issu d'une famille qui vient d'ailleurs, première, deuxième ou troisième génération même, se trouve lui aussi en conflit, parce qu'il est lui aussi dans un entre-deux qui est difficile parce qu'il doit composer avec la famille dont il est issu, les valeurs, les croyances, les habitudes de vie, mais aussi de la culture dans laquelle il baigne, dans laquelle il est scolarisé, dans laquelle il vit. Et donc, il se trouve vraiment dans un entre-deux qui peut parfois être difficile parce que les 2 valeurs sont en porte-à-faux. Alors, le jeune va vivre beaucoup plus d'anxiété parce qu'il doit être
constamment en train de jongler de l'intérieur vers l'extérieur, donc de la famille vers l'extérieur et vice-versa. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve parfois des jeunes qui en arrivent à des conclusions qui sont heu un peu surprenantes, mais qui, ben, c'est pour eux, c'est le seul moyen de pouvoir, dépasser la difficulté qu'ils rencontrent. Si, par exemple, les parents veulent, qu'ils rentrent à une certaine heure, ne sortent pas, ben, ils vont commencer à mentir peut-être à leurs parents, puis inventer des choses parce que finalement, ils veulent faire comme leurs amis qui sortent. Donc, ils vont inventer qu'ils vont dormir chez une cousine et puis finalement, ils vont sortir, etc. Donc, il faut qu'ils arrivent à composer avec les deux choses. Bon, ça, c'est un exemple qui peut être aussi classique au niveau de l'éducation, mais ça peut être des choses un peu plus importantes comme la pratique de sa religion, comme des valeurs fondamentales. Si par exemple, un jeune est déprimé et qu'il parle peut-être de dépression, ben, ça se peut qu'on lui dise: «Ouais, mais ça, c'est une affaire de blanc. Toi, tu as pas affaire à être déprimé, tu as pas affaire à être anxieux». Et donc, le jeune là, il se retrouve vraiment dans un entre-deux qui est très difficile parce qu'il aimerait avoir l'appui de ses parents ne lui donnent pas, mais en même temps, il peut pas parler de ça à l'extérieur parce que qu'est-ce qu'on va penser de ma famille? Je veux pas qu'on juge ma famille. Donc ça peut être une source d'anxiété pour un jeune. L'autre source d'anxiété, c'est par rapport à, la discrimination et au racisme que les jeunes peuvent vivre. Donc ça, c'est vraiment souffrant parce que, ce sont des jeunes qui, sont parfois nés ici ou souvent nés ici, mais qui ne se sentent pas faire partie de la culture parce qu'on leur demande systématiquement: «Mais d'où tu viens?» et «Mais je suis d'ici là, je suis née ici, j'ai tout». Donc c'est une identification qui est compliquée parce que même s'il voudrait, hem, se sentir faisant partie de la société, mais on lui reflète à chaque fois qu'il ne fait pas partie de cette société. Donc ça, c'est un enjeu qui est difficile et stressant pour le jeune et l'anxiété aussi de vivre parce que, souvent, moi, j'entends hein, des jeunes ou des parents qui me disent: «Oui, mais moi, j'ai un jeune homme noir, donc je suis obligée de lui dire qu'il doit faire attention, il ne peut pas se comporter de n'importe quelle façon, il ne peut pas sortir comme ça, il peut pas». Donc, il y a une pression au niveau de la responsabilité identitaire, culturelle, qui est énorme pour le jeune et qui va vraiment lui procurer beaucoup d'anxiété. Donc, en fait, ce sont ces 3 éléments-là que je vois qui sont vraiment, plus, en lien avec, les groupes, racisés. J'aimerais rebondir en lien avec cette question parce qu'il y a un élément qui a été souligné par quelqu'un dans une question. Euh, En tant qu'intervenante psychologue, euh, comment on s'assure de soutenir ces jeunes tout en ne créant pas de clash avec la famille? Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Puis je vais aussi vous poser une deuxième question et je veux prendre le temps de la lire parce que je pense qu'elle met le doigt sur quelque chose d'important. Euh, Comment pouvoir orienter, aider lorsque notre métier n'est pas travailleuse sociale, psychologue ou intervenant nécessairement? Puis, quand est le bon moment pour les référer et quand est le bon moment pour les écouter et on les écoute jusqu'à où? Mmh. Donc, comment on traite l'aspect de l'intervention, à quel moment et comment on s'assure aussi qu'en faisant l'intervention, on ne se met pas en porte-à-faux à la famille ou aux enjeux culturels de ce jeune? Mmh. OK. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tout d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on est en position d'écoute, tout simplement, on a déjà fait énormément pour le jeune. Donc, rien que ça, c'est un support extraordinaire parce que le jeune, s'il se sent écouté, il peut
davantage s'exprimer et en s'exprimant et en ayant un échange avec, la personne, que ce soit un professionnel ou juste, quelqu'un qu'il connaît, eh bien, ça va lui donner des éléments de réflexion, qui vont l'amener, lui, à prendre sa décision. Parce que, on ne peut pas imposer aux jeunes une façon de faire les choses. On ne peut pas, lui dire: «Mais ça devrait être comme ça, tes parents, vraiment ça a pas d'allure là, ce que tes parents font». J'ai déjà entendu ça. Heu, mais non, mais les parents là, ils font ce qu'ils peuvent, ils le font en toute bonne foi. Ils sont peut-être, pas tout à fait au courant ou peut-être qu'ils ont une vision partielle de la chose, mais on peut pas dire aux parents qu'ils ont pas d'allure. Là, ça c'est vraiment, s'il vous plaît, quelque chose à éviter complètement. Hem, mais c'est vraiment de voir avec le jeune, ce qu'on peut faire et partager peut-être de sa propre expérience, partager de l'expérience d'autres personnes, qu'on a vues. Dans une autre présentation, il y avait quelqu'un qui disait, «Oui, mais au Québec, il y a 50 ans, là, c'était aussi comme ça qu'on voyait la maladie mentale. C'était pas jojo, là, c'était vraiment, un stigma et donc il y a eu des changements qui se sont faits au fur et à mesure. Donc c'est vraiment, essayer d'être présent, à l'écoute pour pouvoir, travailler avec le jeune. Et s'il y a des coachs, parmi vous, des éducateurs, vous avez vraiment une place merveilleuse pour faire ça. Et puis, il ne faut pas penser qu'on doit avoir les solutions. La présence bienveillante, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, un jeune qui va voir comment vous interagissez avec lui, comment vous vous intéressez à lui, ça va déjà être un support, formidable. Hem, heu il y avait dans la question comment, référer et orienter, mais c'est de partager avec le jeune notre propre inquiétude, de dire, «Tu sais, quand je t'entends parler comme ça, moi, ça me fait de la peine ou ça me fait peur parce que je me dis, est-ce que tu serais capable de faire une bêtise? Est-ce que tu as déjà pensé au suicide? Moi, j'aimerais pas savoir que tu te sens désespéré à ce point. Moi, j'ai peut-être pas toutes les compétences qu'il faut, mais on peut ensemble aller chercher des personnes qui pourraient t'aider parce que je suis sûre qu'il y a des solutions, puis je vais être là pour t'accompagner. Donc, cette présence, que vous pouvez avoir avec les jeunes va être, c'est sans prix là. C'est vraiment, très important. Donc c'est pas nécessaire que vous ayez tous les outils, toutes les réponses, mais la présence bienveillante, empathique, ça va déjà être, de grands supports. Je pense avoir, répondu aux différents points. Merci. J'ai une autre question. Vous avez fait le lien plus tôt avec le fait qu'au Québec, il y a 50 ans, il y avait ces mêmes stigmates. Puis il y a une question qui nous est posée, à savoir, est-ce qu'on peut utiliser ses propres référents culturels pour essayer de faire le lien avec une personne d'une autre culture? Absolument, absolument, c'est vraiment la meilleure chose à faire parce qu'en faisant ça, ce que vous allez, parvenir à faire, c'est de trouver des points communs. Et en trouvant des points communs, mais on peut expliquer de différentes façons comment on agit différemment. Donc, je prends un exemple. Pour, pour certaines familles, la correction physique est quelque chose d'habituel parce qu'ils ont grandi comme ça, puis c'est comme ça un peu dans la culture et c'est comme ça qu'ils font avec leurs enfants, OK? Au Québec, c'est quelque chose qui n'est pas accepté, puis c'est vrai, c'est très bien que ce soit pas accepté parce que c'est pas bon du tout, la correction physique. Hem, Par contre, plutôt que de discréditer les parents ou d'être, en confrontation avec eux, c'est d'essayer de voir, OK, donc ce que je comprends, c'est que quand tu fais ça,
ce que tu veux transmettre à ton enfant, c'est qu'il doit être une bonne personne, puis il doit donc on va au-delà de la pratique qui est faite et on va aller chercher c'est quoi la source. Je veux pas que mon enfant se retrouve à 18 ans à être dans des gangs de rue et cetera. Donc moi, je vais le corriger là pour être sûr qu'il s'enligne bien. Donc l'objectif du parent, c'est d'aider son enfant à bien grandir puis pas se retrouver dans les problèmes. Sauf que le moyen qu'il a choisi est un moyen dont il a hérité culturellement. Donc, si on peut se sortir de cette culpabilisation du parent, ben là, ça n'a pas d'allure, un parent qui frappe son enfant, etc., du jugement, si on peut sortir de là puis d'aller toucher, OK, ça, c'est le fondement. Est-ce qu'on peut voir ensemble, est-ce qu'il y aurait un autre moyen, peut-être un autre moyen plus efficace, puis un autre moyen qui serait moins dur pour l'enfant parce que ça a aussi des conséquences négatives sur la façon dont il se sent mal aimé, il ne réalise pas que c'est parce que vous l'aimez que vous faites ça. Et lui, tout ce qu'il voit, c'est que ma mère ne m'aime pas parce qu'elle me frappe tellement que ça va pas. Donc, le fait de pouvoir vous appuyez sur votre propre culture et sur des façons de faire différentes, mais ça peut être une occasion d'ouvrir sur des valeurs et des points communs, puis trouver des bonnes solutions à ce moment-là. Une autre question est en lien avec les signes. Est-ce qu'il y a des signes que les intervenants, les psychologues ou tout éducateur, les coachs doivent peut-être garder en tête qui seraient liés à la santé mentale dans un contexte où des gens œuvrent ou soutiennent des jeunes racisés? Est-ce qu'il y a des signes ou des éléments qui devraient être portés à l'attention des gens ou que les gens devraient garder en tête? Mmh. Hem, En fait, je trouve que il y a aussi une question de sexe, de genre. Donc, pour les filles, ça va être un certain comportement, puis pour les gars, ça va être un autre comportement. Donc, les filles vont plus souvent être dans la soumission et l'acceptation et les gars, et là, je catégorise, hein, parce que c'est pas toujours vrai. Et les gars vont peut-être être plus dans la confrontation et la rébellion. Donc, si on voit, un garçon, qui semble être en colère, qui semble être ça peut être un signe de dépression. Ça peut être une façon de dire: «Ben, tu sais, je me sens pas bien» et la seule façon pour moi, culturellement acceptable, d'exprimer ma vulnérabilité et ma difficulté, c'est par l'agressivité parce que c'est ça qui est accepté culturellement pour moi. Alors que pour la fille, c'est exactement l'inverse. Je n'ai pas le droit d'exprimer, de colère, je dois être plus dans la soumission, puis, l'acceptation et d'être dans, la les soins à apporter aux autres, être la bonne fille qui s'occupe d'eux, qui et cetera. Donc, je dirais que si vous voyez plus de signes de colère et de frustration, ça peut être, une de la dépression sous-jacente. Ça peut être un élément. Souvent, on ne va pas se dire: «Ah ben, cette personne, elle est en colère, mais c'est parce elle n'est pas bien, elle est triste, elle est déprimée». On oublie qu'il y a cette possibilité-là. Donc ça peut être, un trait et puis pour les filles, mais ça peut être les filles et les gars aussi, c'est plus le retrait justement de se cacher, de ne pas parler, de ne pas demander, puis de ne pas être vu, finalement. Donc, dans les 2 cas, je pense que ce sont des sonnettes d'alarme, éventuelles. Merci. On a reçu aussi une question en lien avec la prévention du suicide. Mmh. Comment le suicide est abordé, vécu euh, dans les communautés racisées et comment ça touche les jeunes? Euh, Quels sont les moyens qu'on peut soutenir dans un contexte culturel des jeunes qui ont peut-être des idées suicidaires ou comment on soutient la prévention du suicide auprès de ces jeunes? Mmh. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour les communautés, ethnoculturelles,
issus de communautés collectivistes, c'est que ces communautés sont des ghettos protecteurs. Donc, ce que j'entends par là, puis c'est pas moi, hein, je pense que c'est Nathan qui vient avec ça. Le ghetto protecteur, c'est le fait que notre communauté, avec laquelle on est tissé serré, est un facteur de protection. Parce que les gens, au fond, ils ne sont jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui est là, il y a toujours quelqu'un qui est présent, puis il y a toujours quelqu'un qui va donner une petite tape sur l'épaule. Donc, le fait d'avoir la communauté autour est un facteur de protection par rapport au risque de suicide. L'autre élément aussi, c'est que comme ce sont des communautés où la spiritualité est importante, mais tu sais, Dieu va pas me lâcher. Donc je vais me battre jusqu'à ce que et même si j'ai des idées suicidaires, je le ferai pas parce que c'est pas quelque chose qui est acceptable dans ma culture, dans ma communauté. Donc en fait, pour ces communautés-là, c'est quand même, bien parce que c'est un facteur de protection, la communauté. Ça peut avoir des effets pervers aussi, des effets négatifs, c'est possible, parce que ça met beaucoup de responsabilités sur les épaules de l'individu. Mais quand même, par rapport au suicide particulièrement, c'est un facteur de protection. Je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais c'est ce que je pense. Par rapport aux personnes dont j'ai déjà entendu parler, qui se sont suicidées, il peut y avoir un tabou autour de ça et on peut ne pas être au courant qu'il y a eu suicide parce que la façon dont ça va être interprété ou reflété par la famille va être différente. Donc la famille va parler de: «Ben, c'est ça, il y a eu un mauvais sort, puis ça il a eu raison de mon enfant». OK? Donc, l'interprétation va être spirituelle et va pas être considérée comme, un problème de santé mentale peut-être que l'enfant avait et qu'il a voulu, se suicider. Et aussi, ça peut être tout simplement de cacher, hein, qu'il s'agit d'un suicide parce que la honte, serait telle qu'on n'en parlerait pas du tout, ce qui rend très lourd, ce suicide pour les autres membres de la famille qui doivent garder le secret, et garder le secret longtemps et ne pas pouvoir, partager, la difficulté qu'ils vivent en lien avec le suicide qui a eu lieu. Je me suis peut-être un peu perdue dans mon explication. Hem, Non, est-ce ça que va. ça répond, Erika? Je pense que oui. Hem, J'aurais 2 autres questions avant de pouvoir laisser, la chance aux gens présents de pouvoir poser leurs questions. Une autre très belle question ici, hem, comment on peut soutenir un jeune et vous avez parlé de discrimination, de racisme, comment on peut soutenir un jeune qui vit ce type de discrimination-là, tout en étant capable de reconnaître l'injustice, mais l'inviter à pouvoir aller ou regarder de l'avant. Donc, sachant peut-être que nous ne sommes pas victimes de cette discrimination-là, comment on peut soutenir une personne dont on reconnaît qu'il vit ces discriminations-là, puis Mmh mh. l'encourager aussi? Mmh. Beh, déjà, Erika, le fait, de de d'identifier et d'accepter qu'il y a eu discrimination, c'est déjà un bon point de départ. Parce que la chose la plus, heu, souffrante, la plus humiliante, c'est de vivre de la discrimination et de se faire dire qu'on exagère, que, vraiment quand même c'est pas si grave que ça. Donc ça, c'est un gros problème. Si mais c'est pas parce que moi je ne ressens pas la discrimination qu'a vécu la personne que je dois minimiser ou diminuer sa souffrance par rapport à la discrimination. Donc déjà, identifier et accepter que la personne peut avoir été, victime de discrimination, c'est un bon point de départ. Deuxième chose, je dirais, c'est de condamner.
c'est de condamner l'acte discriminatoire. Parce que si je ne condamne pas, quelque part, je cautionne. Je ne dis rien, donc c'est correct. Bon, on laisse passer. Mais si je condamne, je donne raison à la personne qui a vécu la discrimination qu'elle n'est pas, c'est pas elle qui est fautive. C'est la personne qui a eu ce comportement envers elle qui est fautive. Donc, de pouvoir condamner l'acte discriminatoire, c'est une façon de soutenir et de supporter la personne qui l'a vécu. Maintenant, un autre élément, qu'on peut rajouter, c'est proposer de, se concentrer sur des choses positives. Donc, si c'est un jeune avec qui vous êtes en interaction, lui rappeler, vous, ce que vous voyez de positif chez lui, que cette autre personne ne voit pas et donc de renforcer son estime de lui-même, de renforcer le fait qu'il est une personne tout à fait valable, mais que malheureusement, il a été face à un incompétent, un ignorant qui a déversé son ignorance sur lui ou sur elle. Donc, renforcer l'estime de cette personne en lui faisant valoir ce que vous aimez d'elle, que c'est une personne qui a toujours, qui a toujours de bonne humeur, qui a un bon mot pour tout le monde, qui est sympathique, en tout cas, quel que soit ce que vous avez observé chez cette personne-là, de le lui refléter, mais ça met du baume sur son cœur et ça peut peut-être l'aider à mettre de la distance par rapport à quelqu'un qui a eu un commentaire négatif, négatif sur elle. Et puis, quatrième point, je dirais que proposer des exemples de personnes des personnes racisées qui ont réussi malgré certaines discriminations qu'elles ont vécues, mais ça, c'est positif. Et dans le monde du sport, je pense qu'il y en a beaucoup de beaux exemples. Moi, je donne souvent l'exemple de Martin Luther King qui, à l'âge de 13 ans, il avait déjà fait 3 tentatives de suicide et puis, c'est quand même devenu l'homme, que tout le monde connaît. Hem, donc, de pouvoir proposer des exemples où, ben oui, c'est sûr que ces personnes ont fait face à de la discrimination, ont fait face à des, choses, négatives, puis c'est absolument inacceptable, mais elles ont pu quand même, aller de l'avant, puis j'ai confiance que toi, tu vas pouvoir aussi aller de l'avant et pas te laisser, abattre ou affecter par quelqu'un qui a pas beaucoup de bon sens finalement. Merci beaucoup. Ma dernière question serait, puis la question a été demandée à toutes les façons, de plusieurs façons, à toutes les sauces. Est-ce qu'il y a des activités ou des ressources que vous voudriez suggérer aux participants, participantes qui pourraient soutenir la santé mentale de ces jeunes racisés? Je pense que les gens veulent bien faire, mais je pense qu'il y a une envie de collaborer avec des personnes qui ont les outils. Donc, si vous avez dans votre poche des ressources ou des idées, c'est le moment de, si ça vous convient, de les partager. OK. Pour des ressources, j'ai envoyé à Jérôme, une liste avec mes ressources, et donc ça ne me dérange pas, Jérôme, tu peux partager, avec, les participants, ça me fait plaisir. Elles ne sont pas exhaustives, mais c'est déjà un bon point de départ pour aller chercher, des personnes ou des groupes, compétents pour soutenir les jeunes. Hem donc, mmh, le sport, l'art, ce sont des moyens formidables pour aller toucher les jeunes. Donc, si on peut passer par ces moyens, c'est une bonne façon parce que ça va les aider, premièrement, à faire de l'activité physique, faire partie une communauté sportive. Dans le sport, il y a des règles, donc il y a beaucoup d'apprentissage qui peut être fait. Et puis, il y a aussi
ce lieu où on peut échanger, être proche de certaines personnes. Donc, passer par une activité euh, sportive ou artistique, je trouve que c'est excellent pour aller toucher les jeunes. Parce que ce qu'on veut faire, c'est renforcer leur estime d'eux-mêmes, c'est leur donner l'espoir qu'ils peuvent réussir au-delà des problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie. C'est vraiment leur donner un petit coup de pouce, de l'espoir qu'ils n'ont peut-être pas toujours chez eux, dans leur famille. Donc, pour moi, les coachs, par exemple, sont des personnes essentielles parce que justement, elles vont pouvoir avoir ce levier pour encourager les jeunes et être un modèle aussi en même temps pour eux. Donc, de pouvoir créer un espace positif, euh, déjà ça, c'est très, très bien pour travailler au niveau de la santé mentale. Et puis, si en plus de ça, on peut réellement parler de problèmes spécifiques, c'est encore mieux. Alors, il est grand temps. Et nous avons à peu près une quinzaine de minutes où je vous laisserai, chers participants, l'opportunité de poser vos questions. Je vais vous demander soit de me les envoyer et je tiens à dire avant, certaines personnes m'ont écrit des questions et il y avait des questions que j'avais reçues, donc j'ai essayé de rendre justice le plus possible à vos questions. Donc, ne me tenez pas trop de rigueur à cet effet, mais si vous désirez, il nous reste une quinzaine de minutes si vous voulez poser ou préciser certaines questions dont j'ai manqué, j'étais pas assez optimale pour les répondre correctement. Donc, la chose que je vous demanderais, c'est de lever la main ou de me les envoyer que j'ai gelé. Désolée, ça a gelé un petit peu. Ce que je disais, c'est que vous pouvez me les envoyer directement ou lever la main. Non, malheureusement pas. Dans le service public, c'est la personne qui est disponible qu'on va pouvoir avoir. Par contre, et c'est ce que je sais que l'ordre essaie de faire en sorte que des, des séances puissent être payées par le gouvernement au privé. Donc, à ce moment-là, ça donnerait la possibilité aux personnes qui souhaitent choisir leur psychologue dans une communauté particulière de pouvoir le faire. Alors ça, c'est bien. Et dans les ressources que vous allez recevoir, il y a des groupes qui ont listé des psychologues, thérapeutes d'origines diverses. Et parmi ceux-là, il y en a qui font des rencontres à des coûts réduits, ou bien il y a des organismes qui vont payer pour des rencontres pour ces personnes-là. Donc, il y a quand même moyen de trouver des ressources, mais dans le public, malheureusement, on ne peut pas choisir. Bon, souvent, moi, ce que je vais dire, c'est que je vais essayer de faire un petit calcul avec eux. Je vais leur dire, OK, tu ne parles pas de tes problèmes, donc tu as 100% de chances de rester aux prises avec tes problèmes. Mais si tu décides d'aller en parler avec une personne, tu as peut-être un 50% de chance de pouvoir trouver des solutions. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Alors, souvent, je vais utiliser un peu cette tactique-là pour les encourager. Puis je vais dire, ben écoute, donne-toi une chance. Si ça va pas, c'est correct, mais au moins, tu te seras donné une chance. Donc, ça peut être une façon. Et aussi peut-être de démystifier pour eux et, par exemple, de proposer comme une rencontre comme aujourd'hui, d'écouter un psychologue qui parle, puis de voir, ah ben, elle est pas si mal celle-là, ou il semble pas si difficile d'accès, puis ce qu'elle dit ou ce qu'il dit, ça fait du sens. Donc, le fait de pouvoir l'écouter sans être dans
dans cet espace de confrontation, ça peut déjà être une façon de sensibiliser, comme Jerry disait, à travers un podcast ou quelque chose. Donc, c'est souvent la peur de l'inconnu, puis avoir l'impression que ça va être gros. Et souvent, moi, quand je vais rencontrer mes clients qui sont nerveux, ils n'ont pas dormi la veille parce qu'ils vont rencontrer le psychologue, moi, je vais dire: «Oh mon Dieu, perdez pas votre sommeil pour ça, perdez votre sommeil pour autre chose de plus grave». Et je mets beaucoup d'humour dans, la façon dont je travaille et je suis sûre qu'il y a d'autres psychologues qui le font aussi. Alors, c'est vraiment d'y aller, en en se donnant la chance là. C'est tout ce qu'on peut vraiment faire. On ne peut pas leur tordre le bras pour y aller, mais on peut fortement les encourager et trouver des bonnes raisons pour le faire. Si jamais vous avez eu une expérience avec un psychologue ou un proche ou d'autres proches ont eu des des expériences qui ont été positives, c'est peut-être de leur proposer et évidemment de vérifier avec ses proches s'ils sont à l'aise de leur faire, les rencontres de les rencontrer ensemble avec vous pour discuter, pour voir c'était quoi leur expérience. Est-ce que c'était, quand même, correct et cetera? Donc ça peut être aussi un moyen, intéressant et puis pas trop confrontant de commencer à être sensibilisé, là-dessus. Merci beaucoup. On a reçu 2 questions, par le chat. Une qui est: à partir de quel âge un jeune peut consulter en toute confidentialité? OK. Hem, alors, généralement, la confidentialité est, maintenue à tous les âges. Donc même un enfant, s'il est en thérapie avec un psychologue, il va y avoir la confidentialité. Par contre, la différence, c'est que, le psychologue, s'il juge que les parents doivent être au courant d'une situation de son enfant, il va le dire à l'enfant, qu'il va en parler à ses parents. Mais donc, le psychologue n'est pas tenu à la confidentialité s'il juge que c'est important d'en parler à l'enfant. Mais c'est à partir de 14 ans que le jeune a le droit vraiment de ne pas accepter que ses parents soient informés de, la consultation. Et je dirais même plus, moi je vois des adultes là qui ont peur de consulter parce qu'ils veulent pas qu'on sache qu'ils consultent. Et je dis, ben, justement, avec la pandémie, c'est formidable parce que ça a montré qu'on peut avoir des thérapies en ligne. Donc là, il y a même plus à aller dans le bureau du psychologue et risquer de rencontrer quelqu'un qui nous connaîtrait. Donc, ça peut se faire vraiment de façon très, très, confidentiel, donc c'est facile. Mais et même pour les adultes quand même, il faut le dire, il y a 3 raisons pour lesquelles, un psychologue ne peut pas, garder la confidentialité. C'est si la personne dit qu'elle va se mettre en danger, donc si elle veut se suicider par exemple, si elle veut, faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc c'est sûr que dans ces 2 cas-là, Heu, c'est d'abord le bien-être de l'individu, donc on ne peut pas garder la confidentialité là-dessus. Et le troisième point, c'est le fait que, heu qu'il y a une ordonnance de la cour. Alors avec, ces 3 éléments, on ne peut pas garder la confidentialité malheureusement. Mais même dans ces 3 cas-là, moi j'en discute avec mes clients. Donc ça m'est arrivé d'avoir des clients qui étaient suicidaires et puis qui m'avaient vraiment dit: «Bon, en sortant de là, moi je vais aller faire quelque chose, de grave». Et je dis: «Non, tu sors pas de là, on va en discuter parce que moi, je vais pas pouvoir te laisser partir comme ça». Et on en discute. Donc c'est ces 3 raisons pour lesquelles on peut pas garder la confidentialité en général, mais c'est 14 ans qui est, la limite, enfin l'âge, auquel, un adulte ne peut pas s'immiscer dans, la thérapie d'un enfant. Merci beaucoup. J'ai reçu 2 autres questions. Ça va être les 2 dernières, pour, cette mi-temps. La première: comment travailler les conflits entre les pratiques familiales et celles de la culture d'origine, si c'est observé?
Donc, comment on essaye de soutenir quelqu'un qui est en conflit avec ses pratiques familiales et celles de sa culture? Hmm, OK, d'accord. Hem, Malheureusement, ça, c'est quelque chose que la personne doit arriver à, trouver pour elle-même. Parce que si c'est un conseil extérieur, une injonction extérieure, ça va être un peu du copier-coller et ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut vraiment que la personne se sente finisse par se sentir à l'aise et donc doit prendre le temps de toucher ce qui est important pour elle, de voir ce qui est important par rapport aux valeurs familiales reçues, par rapport à la culture dans laquelle il baigne et trouver lui-même ce qui va être, cette négociation culturelle qui va être, correcte pour elle. Donc, on ne peut pas vraiment forcer, mais on peut proposer des idées. C'est toujours ce qu'on peut faire, c'est proposer, de voir: «Ah, mais et si tu faisais ça? Et qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il y a d'autres personnes, par exemple, qui sont dans ta famille, qui ont vécu, le même dilemme et comment est-ce qu'eux, ils sont parvenus à trouver une solution?» Ça peut aussi être, intéressant d'aller consulter des aînés qui sont passés par, la même, le même questionnement et donc ça facilite, le fait de trouver pour soi-même des solutions adaptées. Merci. La dernière question, qui va peut-être rejoindre des coachs, comment est-ce que quand il arrive des événements de l'actualité, on peut prendre un exemple comme le décès de monsieur George Floyd, est-ce Mmh. qu'il est suggéré d'aller au-devant, puis d'avoir une conversation, disons, avec son équipe en lien avec ça, sachant que ça pourrait les toucher, ou il est plus sage d'attendre que ce soit les jeunes qui viennent vers nous pour ouvrir un dialogue sur certains, enjeux de l'actualité? OK. Super belle question, j'aime beaucoup ça. La première chose que je dirais, c'est avec quoi est-ce que vous êtes confortable? Parce que aller aborder quelque chose avec laquelle on n'est nous-mêmes pas confortable aura potentiellement, un effet négatif parce que, beh, c'est déjà pas quelque chose qu'on a bien digéré nous-mêmes, donc comment aller en discuter avec quelqu'un d'autre? Donc c'est déjà, je pense, clarifier pour soi, comment on vit cette situation-là. Maintenant, si c'est clair pour nous que vraiment je suis choquée de ce qui se passe, je suis indignée, je trouve que c'est pas normal, puis I feel for this community. Donc, si c'est quelque chose que je ressens et que j'ai envie d'exprimer en support à ces jeunes-là, allez-y, faites-le. C'est très important d'avoir le soutien des autres qui ne sont pas de notre communauté parce que ça vient donner un poids au fait que ces personnes, la façon dont elles fonctionnent, ce n'est pas correct, c'est inacceptable et il y a rien qui peut le justifier. Et donc, ça permet de se sentir soulagé, même si c'est sûr que ça ne soulage pas entièrement la blessure, mais au moins on se dit, OK, c'est circonscrit pour un certain nombre de personnes, c'est pas l'ensemble de la population qui fonctionne comme ça, et je peux quand même avoir confiance que d'autres personnes qui sont d'autres communautés vont venir en soutien à ma cause parce que c'est une cause qui est tout à fait noble. Donc, c'est comme ça que je répondrai à cette question. Il faut déjà voir nous-mêmes avec quoi on est à l'aise, puis ensuite soutenir les jeunes de ces communautés-là en, en, en- vraiment en ne favorisant pas du tout ce genre de comportement raciste. Ça, c'est clair que c'est une bonne chose à faire, une bonne façon de l'aborder. Alors, malheureusement, je suis la casseuse de party qui doit dire que c'est ce qui met fin à notre première mi-temps. Je veux prendre le temps de dire un grand merci à Madame Régine Tardieu-Berthaud pour sa générosité, son temps. Je tiens à le dire, les participants ont semblé captivés
un peu comme on écoute un film, à prendre le plus d'informations. Donc, un grand merci à vous, Régine. Puis, je vais prendre aussi le temps de remercier, à vous, vous remercier, chers participants, pour vos questions, pour la richesse de vos commentaires. Merci pour vos partages. Donc, sachez que, comme je le disais un petit peu plus tôt, il y aura un envoi d'un court sondage, quelque chose de court. Jérôme m'a promis que ce serait court, pour que vous puissiez offrir vos commentaires, vos suggestions. Et on vous invite surtout à nous suivre sur les réseaux sociaux et à découvrir la beauté de notre mission. Donc, encore une fois, un énorme merci d'avoir assisté à cette mi-temps et on vous souhaite un très bel après-midi. Merci Merci beaucoup à beaucoup. vous. Merci, ça a été un plaisir.